Joker, Folie à deux de Todd Phillips. Ah, le celui-là. rocker du 5000. Alors, on peut. Bah, et du coup, t'en as pensé quoi? Tu demandes au rocker du 5000? Ouais, le rocker du 5000, ce qu'il en a pensé. Ouais. Ce que je disais, ouais, autant. Alors, là, tu peux le noter. Parce que autant je disais, ouais, que Papy Coppola, on prenait la leçon, mais on mettait pas de notes, quoi. Mais... J'ai vu que tu l'avais noté, toi, le film sur... Ah, moi, je note les films, ouais, je suis noteur, ouais, sur les sites de notation. Ouais. Et en tout cas, ouais, on peut dire, hein, on est sur un... Comme le film précédent. D'ailleurs, je vais rechanger. Hop. Comme le film précédent, on était sur un film quand même très attendu et qui se rétame, quoi. Ouais. Qui devrait pas faire long feu, je pense, en salle, effectivement. Donc, on peut se regarder une petite bande-annonce. Ouais, allons-y. Une petite bande-annonce et on en reparle après. Donc voilà, Joker, Folie à deux. We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Let's get out of here. Tell us, what's changed, Arthur? I'm not alone anymore. I want to see the real you. Arthur Fleck is a monster. You have underestimated me. Nobody knew I existed. Donc voilà pour la bande-annonce de Joker, Folie à deux en français dans le texte. Donc, ouais, en français même dans le titre original, ouais. Donc comment ils disent les Américains, ils doivent dire Folie à deux. Folie à deux, ouais. Et les Québécois, le film très intellectuel du coup. Les Québécois ont dû se pisser dessus quand ils ont vu le film arriver, quoi. Ça a dû être la folie chez eux, quoi. Folie à deux, là, c'est... Est-ce qu'il s'appelle Blagueur Folie à deux au Québec? C'était comment c'était Joker? Je sais pas s'il avait un titre québécois. Si, il y a un titre québécois. Hein. Il y a un titre québécois, ouais, c'est le blagueur ou un truc comme ça, ou le farceur. D'accord. Le farceur, non? Je sais pas. Donc, je sais pas si c'était très clair dans la bande-annonce, mais bon, je peux faire un petit pitch rapide, quoi. Ouais, je fais le pitch. Allez, c'est parti. Eh ben, très simplement, nous sommes donc 2 ans après les événements du premier film. Donc Arthur Fleck est interné dans une prison, enfin institut psychiatrique, et en attente de son procès. Et il va rencontrer une jeune femme qui ne s'appelle plus Harley Quinn, je sais plus. Qui s'appelle Lee. Ah oui. Ouais, c'est Lee. Après, on apprend qu'elle s'appelle quand même Arlene Quinn. Voilà. Donc qui est l'une de ses admiratrices et qui va ils vont tomber amoureux et peut-être pouvoir remonter le vent de rébellion qui avait conclu le premier film, voilà, tous les deux ensemble. Portés par l'amour. Voilà. Ayant lu pas mal de comics sur l'univers de Batman et même en ayant joué aux différents jeux Arkham, j'ai trouvé que le film était du gâchis. La relation avec Harley Quinn complètement inexploitée et ridicule, le procès qui dure 3 plombs pour déterminer si Arthur Fleck a un dédoubleur de la personnalité ou s'il était conscient de ses actes. Le fait qu'il n'y ait même pas une seule ref à Bruce Wayne, et puis cette fin, bon Dieu. Eh ben, le rocker du 5000 a un peu tout dit, hein, on peut passer au... Ouais. Non, bah, je vais quand même en dire un petit peu plus. Non, tu veux passer Non, vas-y. Non, moi je me disais, à la sortie du film, je me suis dit c'est vraiment Joker Electric Boogaloo. Tu vois. Ouais. Electric Boogaloo, c'est un terme donc pour le rocker du 5000 ou pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le terme. En fait, ça fait référence à une production de la Canon dans les années 80 qui avait fait un succès énorme avec un film qui s'appelait Breakin', donc sur le breakdance, et qui avait aussitôt mis en chantier une suite sortie moins d'1 an plus tard qui s'appelait Breakin' Electric Boogaloo. Electric Boogaloo.
Voilà, et qui a été un échec cinglant au box-office et qui montrait surtout à quel point il n'avait pas du tout compris pourquoi le premier film avait marché, quoi. Et depuis, Hollywood, c'est devenu un terme qu'on réutilise à l'attention justement de ces films, de ces suites qui comprennent mal en fait leurs origines, quoi. Le film d'origine. Et là, je trouve que c'est vraiment le cas de Joker Folie à 2, quoi. Alors là, bon, le Rocker du 5000 incite beaucoup sur les rapports avec les comics, mais effectivement, je pense que le film a effectivement des rapports très compliqués avec le comics. C'était déjà le cas dans le premier, en fait. Hein. C'était déjà un peu le cas dans le premier. Moi, je sais qu'il y avait Joaquin Phoenix, lui, il n'est pas qui est le personnage de Bruce Wayne présent dans le premier film, par exemple. Et c'est vrai que c'était. Non, mais je crois que Todd Phillips non plus, non, si. Non. Je croyais que c'était quand même plus ou moins. Je croyais que c'était plus ou moins un truc dont on les avait forcés à le mettre. Je croyais, ouais. mais... Ah bah je sais pas d'où vient ce truc-là, mais en tout cas il y avait effectivement déjà des rapports compliqués dans le premier film qui là sont effectivement sont même inexistants. Je veux dire, on n'entend plus du tout parler des Wayne, et même Harley Quinn, c'est un lien très très ténu qu'il y a avec le personnage du comics. C'est même à tel point où je me suis demandé si le film s'il s'agissait encore d'une production DC Comics, quoi, tu vois. Ouais, alors ouais, on peut je sais pas si on peut spoiler, mais oui, on va y aller. En fait, c'est que le seul élément en fait qui est dans cet esprit-là de Bruce Wayne qui apparaît dans le premier film et d'un truc qui ferait partie d'un tout plus grand, d'un univers d'ici, en fait, ce serait dans le plan final, en fait. Puis de toute façon, Todd Phillips ne voulait pas faire de suite à la base. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il disait que c'était un one shot, ouais. Et du coup, je sais pas, ça c'est pareil, je sais pas vraiment si c'est le. Est-ce que c'est le studio qui est vraiment instigateur de cette suite ou le réalisateur? C'est très compliqué à savoir. Je finis juste du coup sur le truc dans le plan de fin du coup du Joker. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, à la fin, il se fait poignarder par un autre détenu un peu fou qui lui deviendrait un Joker potentiel pour un Bruce Wayne enfant en fait, quoi. Tu vois, et c'est vraiment ce truc-là en fait qui est le seul. Et il y a Harvey Dent. Ah oui, c'est vrai, il y a Harvey Dent. Procureur au procès. Donc moi je pensais qu'à un moment il se prendrait un verre d'acide au visage. Ouais, il y a une explosion aussi à un moment donné. De toute façon, les films de comics, de DC Comics, très souvent, quand ils sont dans une impasse, ils font tout péter. Donc là, c'est pareil dans celui-là. À la rigueur, tu vois, si à la fin de l'explosion, il y avait eu un plan d'Harvey Dent qui était juste abîmé sur le côté. Il y a un plan d'Harvey Dent qui est un petit peu abîmé, mais ça a l'air assez superficiel comme blessure. Ah ouais, ça reprend pas. Qui est un petit peu marqué, quoi. Ah ouais, ok, j'ai pas fait gaffe. Ok. Après que Todd Phillips voulait pas faire la suite, je sais par contre quand même que dès la promo de Joker, enfin en gros le film était créé comme un one shot, donc c'était plutôt avant la sortie qu'il disait qu'il n'y aurait pas de suite. Ouais. Et que dès la sortie enfin très vite après la sortie du film, notamment ça devait être peut-être au moment des Oscars notamment et tout, ils évoquaient quand même le fait qu'avec Joaquin Phoenix, ils avaient des idées pour réinvestir le personnage, quoi. Et c'est ça qui est particulier en fait avec le film, c'est que ils en avaient pas en fait. Ils en clairement. Et que tu dis en fait quand tu dis c'est un film électrique bougalou, c'est-à-dire une suite qui ne comprend pas le succès du premier. Mais là on peut pas l'enlever à ce film-là en fait de ne pas être en recherche de ce qu'a fait le succès du premier. Tu vois? Je sais que par exemple pour faire un point de James Cameron, pour l'écriture d'Avatar 2, il a demandé à son pool de scénaristes de d'abord se rappeler en fait ce qu'a fait le succès d'Avatar 1, quoi. Et je pense notamment ça il a dû leur ressortir au moment où il foutait carrément à la poubelle un script entier pour Avatar 2. Ouais. Et en fait, il y a ce truc que tu vois, ce travail que Cameron a fait avant d'envoyer vraiment l'écriture du vrai Avatar 2 et des suites, tu vois. T'as l'impression que là, en fait, Todd Phillips, il est même pas forcément fini ce travail, tu vois. Et on se retrouve avec une espèce de suite analytique du premier film, en fait. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un film qui est quand même très mal à l'aise. Qui est quand même mal dans sa peau, quoi. Je trouve que notamment il y a le film très fréquemment ouvre des portes qui referment aussitôt après, enfin genre dans la scène suivante, etc. C'est quand même un film qui est très incertain. Même ce truc en fait d'évoquer un dédoublement de personnalité comme l'évoquait le Rocker du 5000 là, qui, si je me souviens bien, il y avait quand même, c'était jamais signifié de cette façon dans le premier film, quoi. Alors que là c'est très clairement ce qu'ils essayent de mettre en œuvre. Pour alimenter un peu cette suite, et c'est assez vain, quoi. Enfin, ça marche pas tellement, je trouve, cet aspect-là.
Moi, je trouve que c'est déjà les problèmes du premier film. Donc, je trouve ça assez bizarre, en fait, qu'il soit si mal reçu. C'est plus... Et puis, du coup, c'est... en fait, c'est plus ce truc, limite, qui me ferait aimer un peu le film. Espèce de petit film malade et tout. Après, on va y revenir, parce qu'au final, c'était quand même pas mal nul. Mais... mais ce côté en fait de film qui recherche un peu qui réinvestit le premier film en fait. Et moi du coup j'aimais pas le premier film parce que je savais pas ce que le gars voulait me raconter. Et en fait là j'ai l'impression que sur le deuxième en fait il y a une espèce d'aveu que le gars dit non je sais pas le film que je suis en train de raconter quoi. Et on va le chercher par des trucs qui normalement sont des, enfin tu sais le film médical. Après ça se transforme en film de procès. Enfin le film de procès est censé établir une vérité. Ça semble le faire pour le personnage, mais ça semble pas vraiment le faire pour le film, quoi. En fait, mais c'est des trucs, je savais déjà pas où ils voulaient en venir dans le premier, quoi. Donc, ouais, alors moi j'aimais pas trop le premier non plus, mais pour le coup, si j'avais quand même le sentiment que le film savait où il allait quand même. Moi, je trouve pas justement qu'il y avait quand même ce côté où on me disait d'abord qu'il était vraiment fou, qu'il avait vraiment des problèmes psychiatriques. Après, on me disait vraiment que, s'il prend des médocs et tout. Mais en fait, tu sais, on changeait dans chaque scène de pathologie quasiment, tu vois. Ah ouais. Et pour moi, en fait, j'ai toujours vu Joker comme un film qui était pas clair sur ce qu'il racontait. Et t'as l'impression qu'une scène, c'était la relation avec sa mère, tu sais, avec les gros clins d'œil à Psychose. Qu'une autre scène, c'était Orange Mécanique et que le mec devenait Alex. Une autre scène, c'était un peu Fight Club et il s'imagine une relation qui n'existe pas avec un double à moitié, enfin une nana qui est pas là et tout. Enfin, pour moi, c'était un film et je trouvais que là-dedans, en fait, même Joaquin Phoenix, en fait, son jeu n'avait pas de cohérence. C'est juste un truc limite que même lui avait compris que ça rimait à rien et qu'il pouvait juste s'amuser à faire n'importe quoi, en fait. Ouais. Plus qu'à construire un personnage, tu vois. En tout cas, ouais, moi je trouve que c'est plus le cas de la suite pour le coup. Mais alors avec un Joaquin Phoenix qui pour le coup là, décide de plus jouer en fait quasiment. Hein. Je trouve qu'il est... Il est un peu absent dans le film, je trouve. Ouais, c'est assez. Et alors qu'en face de lui, Lady Gaga essaie vraiment de faire tout ce qu'elle peut et tout, elle est à fond et lui est un peu en dessous. D'ailleurs, ça va devenir très compliqué. Ah ouais, moi je trouve qu'elle a pas trop, elle a pas grand chose à défendre non plus. Enfin, non, mais elle a l'air quand même d'essayer d'essayer de tirer son épingle du jeu un petit peu, mais très difficilement aussi. Surtout que du coup son personnage est assez pareil, assez incertain aussi, quoi. Ah mais complètement, ouais. Alors en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'on est quand même sur vraiment un film justement où rien n'est très développé. Mais alors qu'il dure 2h20 quoi. Bah ouais. En fait, il dure la même durée que Megalopolis. Mais du coup, tu vois pas Gotham. Du coup, tu sais pas. Ouais, il y a que 2 décors dans tout le film, c'est le tribunal quoi. Et puis on peut dire vraiment que sur un point où moi j'attendais le film pour un peu une folie visuelle qui pouvait être promise par le titre, c'était le côté comédie musicale en fait. Et là, on est un peu. C'est là où le bas blesse aussi, quoi, en fait. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que donc, le film ne plaît pas du tout. Hein. Moi, là, au Cinoche où je travaille, là, le premier soir, il fallait voir les mines déconfites des gens qui sortaient de la salle, qui étaient déçus, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Et je pense que pour la plupart d'entre eux, c'était surtout le côté comédie musicale qui leur plaisait pas, puisque les gens n'aiment pas trop les comédies musicales en règle générale. Et que d'ailleurs, la bonne annonce, comme à peu près toutes les comédies musicales sorties depuis West Side Story, essayait de cacher que ça en était une quand même. Contrairement à Todd Phillips, qui lui, par contre, l'a toujours assumé dès les prémices du projet. Et je crois que là, quand même, il a quand même fait une interview. Il a dit que ça n'en était pas une. Hein. Ah ouais. Ouais, il a fini par la faire. Ce que tout le monde fait. Hein. Audiard, il a fait aussi une interview. Aussi. Et il y a toujours ce truc de dire j'en fais une sans en faire. Et là, ce qui est bizarre, c'est que le film a été monté comme ça. Et qu'au final, c'est pas si déconnant que maintenant ils leur disent c'en est presque pas une. Enfin, si c'en est une quand même. Mais et puis même le truc, c'est que même les scènes musicales, pour rejoindre le reste du film, sont aussi très incertaines. C'est-à-dire que une des premières occurrences, c'est quand il chante devant la télévision là, et où on te montre en fait à la fin de la séquence que c'était dans sa tête, hein, visiblement, puisqu'à la fin de la séquence, il retourne à la position où il était au début et voilà. Alors qu'ensuite, quand il chante pendant son interview télévisée avec le personnage de Steven Coogan là. Ouais. Il s'est admis qu'il est vraiment en train de chanter, quoi. Ouais, comme les journalistes, ils disent aussi c'était qui cette fille avec qui vous dansiez?
sous la pluie. Ouais, et la tout. fille qui chantait, ouais. Ouais, donc il chante vraiment, des fois il chante, des fois il chante. Ok, Des fois, ouais. des fois, des fois, ils chantent, des fois, ils chantent pas. Ouais. Et puis, il y a pas. Et puis surtout, moi, ce qui m'a étonné, c'est que à part 2 occurrences, il n'y a pas de vraie scénographie en fait de la musique. C'est-à-dire que Non, non, je trouve c'est qu'il y aurait vraiment des numéros musicaux avec des décors spéciaux, etc. Et c'est vraiment pas le cas. Il y a 2-3 décors un peu sympas. Ouais. Mais Ouais, par quand contre, il se marie, là, et tout, mais par contre, justement, filmé quand même très platement. Et du coup, j'ai Aucune. un copain qui m'a dit, qui lui s'est fait chier pendant tout le film, et qui m'a dit, le climax du film, c'est qu'il chante Jacques Brel, quoi. Voilà. C'est ça le climax. Ah putain, c'est autre chose que Emilia Pérez qui chante, ou ça chante Brassens. C'est Brassens, ouais. Ouais, c'est assez. En fait, ça fait un film quand même globalement de 2h20 d'une grande tristesse, quoi. Mm. Et ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que la comédie musicale, c'est pas très cohérent. Mais il y a plein mal de trucs comme ça qui sont pas très cohérents non plus. Parce que je sais qu'à un moment, elle lui dit, par exemple. Mais il faudrait que je revoie le premier film aussi. Mais à un moment, elle lui dit je suis allé sur le fameux escalier, là, tu sais. Mm. Genre, ouais, je vais en pèlerinage sur le fameux escalier et tout. Mais dans le film, l'escalier, il est pas connu en vrai. Bah non. C'est Dans juste le lui, sous-sol, c'est hein. juste lui qui sort de chez lui, mais il est tout seul dans cette scène-là. Ouais. Bah, Et par contre, il est très connu pour les buzz qu'on suit sur Internet et tout, quoi. Tu vois, dans la vraie vie. je veux Mais dire. voilà, bah oui, exactement. Mais du coup, en Ah fait, ouais. il y a ce truc de mélanger le buzz vrai, mais dans l'histoire du film, l'escalier, il est pas connu. Mm. Enfin, ouais, c'est matrixé bizarrement, quoi. On Et, a le rocker du 5000 qui dit la scène d'ouverture particulière Ouais. aussi. Ouais, en Alors, cartoon, là, moi, c'est vraiment une des raisons aussi qui me donnait envie de voir le film. c'est que c'est Bah, Sylvain on Chomet qui faisait on la avait scène. appris un mois avant, là, à Venise, je crois, quand il était passé à Ouais. Venise, du coup, qu'il y avait la séquence d'intro de Sylvain Chomet et tout, et j'étais curieux de voir un petit court-métrage de Sylvain Chomet, quoi. Bah, c'est cool. Du coup, lui, il a dû faire un petit chèque pour faire son film sur Marcel Pagnol. Bah ouais, Le c'est ça. Chomet. Ouais. Mais après, moi, je trouve que c'est pareil. La séquence, elle est pas. Alors, ce qui est très marrant, c'est que je trouve cette scène d'ouverture là en cartoon, elle synthétise bien ma déception du premier film. C'est-à-dire que pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on explique, c'est que il arrive donc sur le plateau de télé du premier film, et en fait, son ombre, comme dans Peter Pan, son ombre se met à vivre par elle-même et revêt ses vêtements, commet des méfaits, des crimes, etc. machin. Puis ensuite, le Joker reprend ses vêtements et se fait incarcérer à la place de son ombre, en fait, quoi. Mm. C'est un peu ça le délire. Et ce qui est marrant, c'est que moi, c'était un des problèmes du premier film, c'est que je trouvais que c'était censé être un fou meurtrier, mais qui finalement ne tuait que des gens qui l'avaient bien cherché quelque part, etc. Je trouvais que le film était finalement était très indulgent envers son personnage principal, quoi. Et là, ce qu'ils essayent un peu de refaire aussi avec cette question de dédoublement de personnalité, qui permettrait de savoir s'il était conscient de ses actes ou pas, quoi. Après, ça, c'est un motif qu'ils reprennent à la toute fin, là, où il se fait poursuivre par lui-même, en fait, Ouais. dans la rue à New York, quoi. Mm. Donc, en fait, ce serait vraiment quand même ça, le truc, ouais. C'est que c'est un dédoublement de personnalité, donc... Je crois que déjà, dans le premier film, je le voyais comme ça dans certaines scènes, et je le voyais différemment dans d'autres. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, le film était... Comme c'est ça, le truc, c'est que le film était assez... Comme tu dis, c'était des personnes qui le méritaient, entre guillemets, machin. Enfin, le film était quand même souvent à un peu racheter le personnage. Mm. Et du coup, on peut dire que c'est encore un peu le cas dans le deuxième film, en vrai, quoi, non? Bah ouais. Mais c'est quand même ouais, ce qu'on peut dire aussi Electric Boogaloo ou film kamikaze, en fait, quoi. Mm. Et ça, du coup, ouais, je trouve qu'il y a un petit côté quand même, ouais. On peut saluer un peu la radicalité de Todd Phillips quand même, malgré tout. Là, il a fait un beau suicide là. Ouais. À la Wachowski, tu vois. Mais avec ce délire de décortiquer le truc, effectivement, quand on dit tout à l'heure si c'est une suite qu'il voulait pas faire, est-ce que ce serait pas le Matrix 4 de DC Comics, quoi? Faut pas trop me relancer sur Matrix 4, moi aussi, hein. Mais en tout cas, je trouvais même le truc justement, ouais, de ces scènes musicales qui sont pas très justifiées et tout, c'est que même pour le coup, elles vont quand même poser un petit problème aussi de continuité avec le premier film aussi. Mm. Et pour le coup, c'est moins le cas, la séquence d'animation, je l'ai plus acheté qu'elle soit au début du film, en fait. Ouais. C'est vendu même presque comme un petit dessin animé à côté, quoi. Que après, ouais, les passages musicaux, c'est... Enfin... Parce qu'en plus, t'as cette espèce de parler chanté... Donc je sais pas si c'est après Emilia Pérez que ça fait mal de voir fait aussi platement, et je suis pas trop d'accord, ou alors je sais pas, parce que je crois que c'est le premier film que je voyais avec Gaga,
Ah ouais. Je vois sur l'affiche même ça, c'est bidon. Phoenix, Gaga. Donc tu vois, j'avais jamais vu de film avec Gaga. Et tu vois, je trouve que ça fait ouais, quand j'ai vu le film, je trouvais que ça faisait un peu la fausse bonne idée, tu vois, ça faisait un peu ouais, il y a que Gaga qui peut le faire. Tu sais, dès le début du film, c'est genre ouais, qui peut faire Harley Quinn? Bah Gaga. Ah vas-y, va sur Gaga. Ouais, en plus elle a fait le Ridley Scott, machin. Et j'ai pas vu ces films-là, mais là j'ai trouvé justement à la limite, je pensais qu'elle en ferait un peu plus joyeusement des caisses, quoi. Que là, c'est assez mou en fait. C'est pas, c'est même pas c'est pas de la finesse pour autant, hein, tu vois. Ouais. C'est juste ouais. Et tu vois qu'elle en plus, elle se retrouve dans un exercice pas facile, je crois. En fait, ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'elle a à moitié désappris à chanter avec un coach pour le rôle, tu vois. Et d'où tu fais ouais, c'est bizarre parce que du coup, il y a, enfin. Joaquin Phoenix a dû désapprendre plus vite qu'elle, hein, j'ai l'impression, quoi. Ouais, du coup, ça fait revenir un peu ce qu'on disait sur Emilia Pérez, là. Mais en gros, c'est peut-être. Non, j'avais peut-être tort quand je disais qu'une bonne comédie musicale, c'est quand les acteurs ils chantaient mal, quoi. Effectivement, ouais. Je retire ce que j'ai dit, quoi. Mais j'aime toujours autant les comédies musicales, c'est pour ça, moi, j'étais content que ça en soit une, pour le coup. Ouais. Je trouvais ça couillu et tout, quoi. Maintenant, je dis, ouais, je trouve toujours ça couillu, mais en fait, c'est comme le premier film. Le premier film, je sais qu'à l'époque. Quand moi j'avais pas aimé, et que du coup quand j'en parlais avec des gens qui aimaient bien et tout, il y avait ce côté ouais, c'est quand même original à Hollywood. Et ça, je le retire pas au film, tu vois. Je dis ouais, mais c'est pas parce que c'est une proposition un peu plus adulte, machin et tout. Encore en fait, ouais, si, parce que j'y vois grave des limites à ce truc-là, tu vois. Mais à la rigueur, je veux dire ouais, je lui enlève pas ce truc-là quand même. C'était refaire la valse des pantins, rien qu'au moins ça a permis à des gens de voir la valse des pantins, tu vois. Ouais. Mais et là c'est pareil, le côté avoir choisi la comédie musicale, je retire pas le choix, quoi. Comme la posture un peu de redécortiquer le premier film, de remettre à plat limite les fêlures du premier film et tout, ça je retire pas, quoi. Mais il y a aussi moyen de voir ça, ouais, juste comme un putain de péché d'orgueil et de faire genre ouais, je vais mettre tout le cinéma dans Joker et ça se pète la gueule, parce que après, moi, je ne vois pas de péché d'orgueil dans cette suite-là. Moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à un moment d'impuissance totale pendant 2h20, quoi. Vraiment, les mecs savent pas. Bah, le fait de se dire justement, ouais, je vais faire de la comédie musicale, c'est un peu le genre. Enfin, tu vois, l'aristocratie du cinéma. Ouais, mais alors, c'est pas filmé comme tel, quoi. Bah, non, justement, c'est ça le truc, en fait, c'est que. Il y a quand même eu un péché d'orgueil, justement, quoi. Il y a une ambition de dingue. Mais tu sais, dans le premier film, c'était pareil. Quand le gars, je disais, il marchait sur les pieds d'Orange Mécanique. Ah bah oui, mais dans le premier film, il y avait des Fight Club, Taxi Driver et tout. Ouais, bah là, mais là, au final, c'est quand même un peu pareil. Quand tu prends Raindrop Kept Falling on My Head, tu vois, c'est. Enfin, je sais pas, moi, la chanson. Ouais, ils la reprennent à un moment, non? Ou je sais plus. Ah, je sais plus. Mais ils reprennent des standards comme ça, tu fais je ouais. sais qu'ils reprennent la chanson des Simpsons, là, la chanson de Marge et Homer, là. Ah, Love Sweet Love, c'est ça, hein, de Burt Bacharach, quoi. Mais et justement, mais c'est ça qui est bizarre, en fait, c'est que limite il faudrait limite qu'il fasse un troisième film pour le coup pour savoir ce qu'il en est, si c'est un truc à la T-West, tu vois, avec des couleurs. Des films avec couleurs, mais c'est ça qui est étrange en fait, c'est qu'on a l'impression que le fait de passer à la comédie musicale, c'est que justement il va plus partir dans donc Coup de cœur, New York, Bob Fosse, tu vois, et moins Taxi Driver, Fight Club, machin et tout. Et au final, dans un cas comme dans l'autre, en fait, de toute façon, on a juste cette espèce de soupe verte, tu vois. Ouais. Mais enfin, je suis méchant parce que comme le premier film, par contre, ouais, je sais plus qui est le chef-op, j'ai plus son nom là, mais c'est Lawrence Sher, je crois. Ah ouais, ouais. Par contre, c'est vrai que il se gave bien et tout, voilà, sur. Ouais, comme le premier film, c'est un film qui est assez cher déjà. Enfin, comme le premier film, je veux dire, le premier film c'était déjà 80 millions de dollars, tu vois. Donc c'était assez léché et tout, mais en tout cas, après avoir vu ce film, le premier remonte dans mon estime. C'était peut-être le principe aussi. Hein. Mais en tout cas, ouais, là 200 millions, c'est n'importe quoi. Mais au moins, on voit que le chef-op en a quand même profité, quoi. Est-ce que ça suffit à pas se faire chier pendant 2h20 ? Mais voilà, je sais pas si t'avais d'autres trucs à rajouter sur Joker.
Non, non, pas vraiment, non. Ça t'a donné envie de revoir le premier ou... Pas vraiment non plus, non. Non, parce qu'au final, même si, alors moi je trouve quand même que j'avais un peu peur en fait quand je voyais les réactions négatives des gens, de me dire que j'étais bien en dessous de la hype sur le premier et que ça se trouve maintenant que les gens aimaient plus le deuxième, j'allais aimer le deuxième. Mais c'est pas le cas. Je trouve quand même que le film est très mauvais. Par contre, j'ai un peu plus de sympathie pour Todd Phillips. Comme là, il a l'air vraiment perdu, quoi, le pauvre, sur cette suite-là. Bah, ouais. Mais non, ça ira pour moi. Non, bah, qu'il fasse pas non plus la suite de Starsky et Hutch, quoi, du coup. C'est pas la peine. Puis bah ouais, mais après, bah, ouais, j'étais un peu pareil, quoi. J'aurais bien voulu aimer ce film-là par esprit de contradiction par rapport au premier, tu vois. Mais bon, ouais. On va donc se joindre à la doxa et pas conseiller le Joker, quoi. Ouais, je pense. C'est triste pour Joaquin Phoenix quand même, qui était vraiment très haut dans le classement des Jokers, les meilleurs Jokers. Ouais. Vu que tu sais que c'est une obsession cinéphilique de classer les Jokers, quoi, tu vois. Et là, il a descendu, ouais. Ah là là. Mais après, c'est vrai, comme je disais, ça va être compliqué pour Joaquin Phoenix parce que là, du coup, ce film-là devrait être une grosse plantade. Et puis, il a planté Todd Haynes là, sur son prochain film, sur son film 5 jours avant le tournage. Ouais, on en avait parlé dans un live vite fait. Ouais. Ce qui, à mon avis, devrait pas rester lettre morte à Hollywood, un comportement comme ça. Donc, je pense que ça va peut-être être un peu compliqué pour lui là. Ouais, on est sur une période de vache maigre qui s'annonce pour Joaquin Phoenix là. Ouais, là c'est vrai. Parce que la productrice de Todd Haynes, c'est là le mort. Hein. Ouais. Elle a fait des interviews contre lui et tout machin et tout. C'est chaud pour lui. Bon ben voilà, hein, si tout est dit, tout est dit. Hein. Bah ouais, hein. On peut passer à la suite. Allez, c'est parti.